Merci à tous de votre présence. Joyeux Saint-Patrick, hein, on est la Saint-Patrick aujourd'hui. Comme il y a beaucoup de Québécois qui sont d'origine irlandaise, j'en profite pour les saluer tout le monde. Donc, mon nom est François Proulx, je suis professeur associé à la chaire de recherche à l'Université Laval, la chaire de recherche en eau potable, excusez-moi. Je travaille aussi à la Ville de Québec, à la communauté métropolitaine, à titre expert en eau potable. Je tiens aussi à souligner la présence de Manuel Rodriguez, titulaire de la chaire de recherche en eau potable. Donc, je vous remercie tous d'avoir accepté notre invitation à cette quatrième visioconférence. Avant de commencer, toujours les règles de fonctionnement habituelles. Donc, on vous demande de laisser vos caméras et micros fermés durant toute la présentation. La conférence devrait durer environ 30 minutes, mais comme ceux qui nous ont entendu discuter tout à l'heure avec Florent, ben, ça peut dépasser un petit peu. Habituellement, on est concentré sur le sujet. On essaie de laisser finir les conférenciers. À la fin, il va rester quelques minutes pour des questions. Donc, à ce sujet, je vous invite à utiliser soit la fonction clavardage de Zoom pour poser vos questions ou utiliser la fonction clavardage pour me dire que vous voudriez prendre la parole. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Florent Barbeco qui nous présentera cette quatrième conférence. Florent est professeur d'hydrologie au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'Université du Québec et de Montréal. Il est titulaire d'une chaire stratégique en hydrogéologie urbaine. Il a obtenu un doctorat en sciences spécialisé avec une spécialité en hydrogéologie et géochimie des eaux à l'Université Paris 11. Sa recherche inclut des domaines fondamentaux et appliqués dans le domaine de l'hydrochimie des ressources en eau au Canada, en Europe et en Afrique. Il s'intéresse plus particulièrement au développement de méthodes pour quantifier les impacts de l'occupation des sols sur la recharge des eaux souterraines, anticiper la réponse des ressources en eau souterraines au changement de climat et l'utilisation des sols dans les petits bassins versants et évaluer les conséquences des variations quantitatives et qualitatives de la recharge des eaux souterraines sur les écosystèmes de surface. Les spécialistes des traceurs dans les eaux souterraines, la datation des eaux et a développé plusieurs approches pour caractériser l'analyse de la stratification verticale des aquifères et la caractérisation des régimes transitoires en hydrogéochimie, notamment pour la détermination de la résilience des eaux douces des rivières et des lacs. Le titre de la conférence de Florent est « Partage et résilience des eaux souterraines ». Donc, la parole est à toi, Florent. Ok, merci beaucoup, François. Et merci de ne pas avoir donné trop de dates, surtout pour mon doc, parce que le temps passe. Alors, regardez, je vais essayer d'aller vite quand même. Vous avez vu que la première image que j'ai mise sur la présentation, alors je ne sais pas, est-ce que vous voyez ma souris? Est-ce que, François, on voit ma souris sur l'écran? Actuellement, je ne la vois pas. Peut-être qu'elle va trop vite. Est-ce que si je fais ça... Ah oui, là, je vois le point rouge, là, oui, c'est beau. Ok, parfait, c'est parfait comme ça. Donc, la première image que j'ai mise, finalement, vous voyez, c'est une image un peu de désert. En fait, ce n'est pas une image d'eau, alors qu'on va parler d'eau souterraine. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que ça fait déjà 20 ans, plus de 20 ans que je travaille sur les eaux souterraines et j'ai jamais vu d'eau souterraine. À chaque fois qu'on voit de l'eau souterraine, c'est qu'elle est passée en surface, on en parlera tout à l'heure, et c'est bien une eau de surface. Mais une eau souterraine, elle est contenue dans la roche et c'est quasiment impossible de la voir. Alors, malgré ça, en fait, j'ai la chance de ne pas travailler tout seul. Je suis entouré, soutenu par une équipe d'étudiants assez extraordinaire. Et finalement, tout ce que je peux présenter, c'est surtout le fruit de leur travail. Donc, c'est normal qu'ils soient ici, là. Donc, ici, vous avez des étudiants au doc et à la maîtrise actuellement, des anciens étudiants, puis des collègues avec qui je travaille en permanence. Et puis, ce travail, c'est aussi leur travail et c'est important de le souligner. Alors, j'ai mis en rouge partage et résilience parce que c'est les deux mots-clés que je vais essayer de garder tout au long de l'exposé pour vous parler des eaux souterraines. Alors, la première chose, finalement, c'est qu'est-ce que c'est qu'une eau souterraine? Donc, c'est une eau qui est rentrée dans la roche et qui est rentrée dans la roche suite à un épisode pluvieux. Alors, c'est ce qu'on appelle la recharge des nappes d'eau souterraine. C'est un processus qui se fait essentiellement quand la végétation n'est plus active, parce qu'à ce moment-là, finalement, la part de pluie qui repart par évapotranspiration dans l'atmosphère est minimale. Et donc, l'essentiel des précipitations va pouvoir s'infiltrer dans la roche et rejoindre, en général, si on parle de nappe phréatique, la première nappe qui est sous nos pieds. Alors, l'eau est contenue dans la roche,
Si je prends l'exemple ici de sable, un aquifère granulaire qu'on retrouve beaucoup ici au Québec, ben, si je zoomais, je m'apercevrais qu'entre les grains de roche va se trouver finalement dans la porosité l'eau de ma nappe, l'eau qu'on va pouvoir utiliser. Et puis en fonction de mon type de roche, cette eau va être plus ou moins libre, aura plus ou moins de facilité à circuler. Et c'est ce qu'on appelle la perméabilité des roches. Alors, en ordre de grandeur, on se rend compte que on a à peu près 1 mètre d'eau libre, une quantité de 1 mètre d'eau libre dans 5 à 10 mètres de sable sous nos pieds. Si je veux continuer dans les ordres de grandeur et que je m'intéresse un petit peu à ce qui se passe à l'échelle de la planète Terre, mais les évaluations diffèrent. Vous vous rendez bien compte que c'est pas évident d'évaluer la quantité d'eau souterraine qui existe, mais les chiffres, là j'ai pris le plus petit chiffre qu'on retrouve dans les différentes évaluations, sont assez importants. On parle de kilomètres cubes. Un kilomètre cube, c'est 1 milliard de mètres cubes. Et 1 mètre cube, c'est 1 tonne d'eau, donc c'est 1000 kilos. Donc c'est 8 500 000 milliards de tonnes d'eau qui sont disponibles. Et si on ramène ça à la surface des continents, parce que c'est là où on va retrouver finalement ces ressources en eau souterraine, ben, ça représente, attendez, ça représente à peu près 60 mètres d'eau, ce qui est à peu près la taille de la Statue de la Liberté. Ça, c'est l'évaluation minimale. Et donc, l'image qu'on peut avoir, c'est ça. C'est imaginer que les eaux souterraines se retrouvent sur tous les continents, même en pays plutôt arides, et heureusement d'ailleurs, et que ces eaux sont là, un peu à la disposition finalement du développement de l'humanité. Alors, ce qui fait que cette connaissance-là, en fait, elle n'est pas beaucoup partagée. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de la chaire en hydrogéologie urbaine, on s'intéresse, alors on a une belle vue de Montréal ici, on s'intéresse finalement à l'interaction de l'homme et du cycle de l'eau. Et puis, mais finalement, si on n'a pas en tête cette image de quantité d'eau qui existe sous les pieds, ben, ça ne marche pas. En fait, l'image qu'on devrait avoir, elle n'est pas comme cette photo-là, mais elle devrait être en permanence quelque chose qui ressemble plus à ça. Alors ça, c'est la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina en 2005, mais ça veut dire qu'on a un petit peu partout sur la planète, quand on se déplace, les pieds dans l'eau, les pieds pas tout à fait dans l'eau, mais les pieds qui sont sur une éponge, que sont les roches aquifères, et dans lesquelles circulent ces eaux souterraines. Alors ces eaux souterraines, elles circulent, et elles vont où? Ben, en général, elles vont rejoindre en fait les eaux de surface. On va en reparler vraiment plus au cours de cet exposé. Et on peut avoir une évidence, hein, déjà les anciens scientifiques avaient cette compréhension du cycle de l'eau. On comprend bien que l'eau s'écoule dans les rivières, même s'il ne pleut pas. Alors c'est ce qu'on voit en fait sur ce schéma-là, qui vient d'une thèse de mes étudiantes. On voit finalement dans le premier schéma en fait le débit d'une rivière au cours d'une période de plusieurs années. Et puis si on zoome sur cette partie en gris, ben, je m'aperçois que le débit de la rivière augmente quand il pleut, c'est les barres bleues, mais qu'il y a un débit qui est maintenu même s'il ne pleut pas. Vous voyez qu'il y a à nouveau l'épisode de précipitation ici. Et ça veut dire qu'en dehors des épisodes de précipitation, il y a de l'eau qui arrive dans les rivières, dans les systèmes de surface, et cette eau-là, en fait, c'est l'eau souterraine. Donc, c'est notre façon de la voir, l'eau souterraine, c'est une façon très indirecte. Et puis, on a cherché, au cours des dernières années, à évaluer mieux ces apports-là. Alors, il y a des publications, une publication qui a été faite par Marie Arnaud, une de mes anciennes étudiantes. On a pu montrer, puis on va reparler vraiment dans le détail tout à l'heure, que jusqu'à 80% des bilans en eau des lacs de type Kettle, c'est des lacs assez particuliers, vient des eaux souterraines. Il y a d'autres publications qui montrent qu'au monde, on a 1/3 des débits des rivières qui vient d'eau souterraine qui s'est rechargée, donc qui s'est infiltrée juste au cours des derniers mois. Donc on se rend compte que finalement, cette eau souterraine, on ne la voit pas, mais elle est présente un petit peu partout. Alors, si on veut savoir exactement où on la retrouve, quand je dis qu'elle est présente un petit peu partout, ben on va reprendre l'image finalement du cycle de l'eau. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du cycle de l'eau, je vous rassure tout de suite. Je veux juste un petit peu, pointer du doigt les endroits où on sait finalement que ces ressources en eau souterraine sont utilisées par d'autres parties du cycle de l'eau.
Alors, le premier élément qu'on pourrait regarder, c'est la biomasse. Alors, typiquement, j'ai utilisé des points rouges pour que ça se voie bien, mais l'eau souterraine n'est pas rouge. La biomasse, en fait, c'est une question qui se pose aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, on a des programmes de recherche avec nos collègues de l'UCAT qui s'intéressent à comment les arbres viennent puiser directement l'eau dans les stocks souterrains. Donc, on essaye d'évaluer ça et finalement, c'est clair que les arbres, les grands végétaux vont pouvoir aller puiser dans ce stock-là. Dans les autres points où on est sûr d'avoir des souterraines, c'est les milieux humides. On a par exemple ma collègue à l'UQAM, Marie Larocque, qui fait un travail extraordinaire justement pour modéliser la sensibilité des milieux humides aux variations de nappes d'eau souterraines. Puis ces milieux-là, ils sont en permanence, pour la plupart, alimentés par des eaux souterraines. Et c'est bien pour ça qu'on retrouve des milieux humides. Alors si je continue, on peut s'intéresser par exemple à ce qu'on appelle les décharges d'eau douce en milieu sous-marin. Donc peut-être vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube. On s'intéresse beaucoup en fait à ces décharges-là, surtout dans les pays où on est un petit peu en manque d'eau, où on se dit on va pouvoir aller récupérer ces sources sous-marines pour l'alimentation en eau. C'est quelque chose qui existe et qui est déjà pas mal quantifié. Alors si je continue dans ma description de la participation des eaux souterraines au système de surface, il y a les sources des rivières. Les sources des rivières, la source, qu'est-ce que c'est? C'est un exutoire des eaux souterraines vers les eaux de surface. Et les sources des principales rivières sont finalement des sorties de ces eaux souterraines. Donc, on les retrouve en tête de bassin au départ des rivières. Mais finalement, on a fait des études où on a pu montrer que non seulement c'était en tête de bassin, mais sur l'ensemble, finalement, du cours d'eau, on pouvait retrouver, tracer comme ça, des apports d'eau souterraine qui permettaient finalement au débit des rivières d'augmenter, même s'il n'y avait pas de pluie. Là, si je continue dans ma description, en fait, je vais avoir les lacs. Alors les lacs, puis on va en parler tout à l'heure, vous allez voir, je vais vous le démontrer. Les lacs aussi, en fait, il y a une partie d'eau souterraine qui vient alimenter les lacs, de la même façon que cette eau souterraine alimentait les rivières. Et donc, finalement, si je fais le point sur où est-ce que je trouve de l'eau souterraine, je la trouve partout. C'est-à-dire que tous les systèmes de surface sont soutenus par les eaux souterraines. Et en fait, on ne le voit pas. Donc, il y a juste des spécialistes un petit peu obsessionnels des eaux souterraines qui vont le voir partout et se dire à chaque fois qu'on essaye de comprendre quelque chose qui est lié au cycle de l'eau ou à une alimentation en eau en surface, il faut se poser la question de la contribution des eaux souterraines. Alors, si finalement, on n'en parle pas aussi bien, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que finalement, à partir du moment où une goutte d'eau s'infiltre, ça devient une eau souterraine, puis on ne la voit plus. Donc, souvent, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas, finalement, on a du mal à l'intégrer dans notre conceptualisation, en fait, de notre environnement. Alors, ce réservoir eau souterraine, on le considère finalement comme une boîte noire, difficile à évaluer. Il faut le définir à partir de la géologie, ce qui fait qu'on parle souvent d'hydrogéologie. Et puis après, il faut le définir, ce système-là, avec des entrées, des sorties, et puis comprendre quelle est l'hétérogénéité de circulation dans cette boîte-là, ce qui n'est pas clair, pas évident du tout. Alors, c'est pas évident, mais on peut avoir de la chance et se dire, il y a peut-être des outils qui peuvent nous aider. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a vraiment quelques années, on parlait de la mémoire de l'eau. Eh bien oui, l'eau a une mémoire, en fait, on va s'intéresser. Et puis c'est là-dessus, j'aimerais vous montrer finalement comment, en fait, les techniques isotopiques vont pouvoir nous aider finalement à comprendre ce qui se passe dans l'environnement alors qu'on ne le voit pas. Alors les isotopes, qu'est-ce que c'est? Les isotopes, en fait, c'est des atomes qui ont les mêmes propriétés chimiques. Donc, on va parler, par exemple, des isotopes de l'hydrogène, des isotopes de l'oxygène. Donc, même propriétés chimiques, mais qui ont des masses différentes et qui, du coup, par ces masses différentes, vont avoir des comportements un tout petit peu différents, puis c'est ce qu'on va discuter. Alors, si je prends l'élément le plus simple à mesurer puis à utiliser pour le cycle de l'eau, c'est bien la molécule d'eau. Donc, quand je m'intéresse à une molécule d'eau, en fait, c'est cette boule rouge, l'oxygène, et les deux boules blanches sont l'hydrogène, cette molécule, elle s'agite en permanence.
Alors, c'est une vibration moléculaire et puis c'est cette vibration qui va aider la molécule à interagir dans toutes les réactions chimiques dans l'environnement. Et justement, on voit que, alors c'est dans le petit tableau qui est ici, que les vibrations que je vais avoir en fonction de mes isotopes, donc, par exemple, je vais m'intéresser à l'hydrogène ici. Donc, l'hydrogène peut avoir une masse 2 ou une masse 1. Donc, finalement, on a une différenciation isotopique, mais les vibrations ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que, en fonction du type d'isotope qu'on va avoir, mais la molécule ne va pas vibrer de la même façon. Et si elle ne vibre pas de la même façon, elle ne va pas se comporter exactement de la même façon dans l'environnement lorsqu'il va se passer essentiellement des changements de phase ou des réactions qui impliquent vraiment cette molécule. Alors, si je veux l'exprimer autrement, c'est dire que j'ai des molécules qui vont être légères, j'ai des molécules qui vont être lourdes parce qu'elles ont plus ou moins de neutrons dans le noyau des atomes. Et dans ce cas-là, finalement, on peut imaginer que dans une réaction, ça serait comme un lancer de poids. Okay, mais la molécule la plus légère va pouvoir aller plus loin, alors que la molécule la plus lourde aura du mal à aller plus loin. Et c'est exactement la même chose dans les réactions. Les molécules les plus légères, les isotopes les plus légers vont être en général utilisés plus facilement, alors que les isotopes les plus lourds vont être utilisés moins facilement. Alors, si je rapporte ça au cycle de l'eau, ben, ça va donner quelque chose comme ça. Alors là, on a schématisé, en fait, c'est Jean-François Elie, un collègue de l'UQAM, qui a schématisé ça et qui montre que finalement, quand on a dans l'océan nos molécules d'eau qui sont schématisées ici, donc des molécules plus lourdes et des molécules plus légères, et ben, lorsqu'on a un phénomène d'évaporation, on va voir que les molécules les plus légères d'un point de vue isotopique vont se déplacer plus rapidement vers le nuage, alors que les molécules les plus lourdes auront du mal. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on se rend compte que le rapport entre les molécules lourdes et les molécules légères ne sera pas le même dans le réservoir de départ et le réservoir final, c'est-à-dire ici l'eau liquide et l'eau sous forme de vapeur. Et ça va se passer finalement dans tous les processus où la molécule d'eau est impliquée. Et si on comprend bien cette règle-là et qu'on a un petit peu pu examiner comment ça se passait, mais c'est génial, parce qu'il va suffire de mesurer ces rapports isotopiques pour comprendre l'histoire de l'eau, la mémoire de l'eau, et retracer finalement ce qui se passe dans le cycle de l'eau. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que ça ne marche pas que pour la molécule d'eau. On a la chance. On a finalement, quand on fait de l'environnement, surtout dans l'environnement aquatique, toute une série, en fait, toute une panoplie d'isotopes qui nous permet en fait d'aller regarder des processus ou des phénomènes bien particuliers parce qu'ils sont spécifiques à ces processus-là. On imagine que, par exemple, si je m'intéresse à la dénitrification dans l'environnement, eh ben, je vais regarder plutôt les isotopes des nitrates, etc., etc. Alors, on a d'autant plus de chances que on travaille à l'UQAM dans un laboratoire, un giga-laboratoire de géotopes, une unité qui est extraordinaire pour l'analyse des isotopes, un peu de tous les isotopes pratiquement qu'on peut trouver sur Terre. Et ça, c'est vraiment extra. Donc, on a Jean-François Elie, André Poirier, qui sont là pour nous aider à faire ces études scientifiques. Alors, on va un petit peu plus loin. On a nos propres laboratoires. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais où on va développer des études plus spécifiques. C'est vraiment des laboratoires, des creative labs, où on va développer des nouvelles méthodes. C'est ça l'objectif. Donc, on crée des nouvelles méthodes qui pourront être appliquées après sur différents cas, comme je vais vous présenter par la suite. Alors, justement, ces cas, c'est essentiellement lié à la ressource en eau. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ceux qui exploitent, d'un point de vue commercial, l'eau, hein, comme Danone. On peut travailler avec des compagnies qui vont chercher à préserver l'environnement. Là, j'ai par exemple l'exemple de tout ce qui est minier, ou des compagnies qui vont travailler plus aux questions d'alimentation en eau potable. Et systématiquement, on va essayer de développer des collaborations. L'année dernière, c'était avec Technorel en Viropuy. Et là, c'est vraiment intéressant parce que finalement, on vient utiliser nos études très scientifiques dans des cas très concrets. Alors, les deux exemples que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, sont ceux qui permettent de mieux définir la ressource. Si je veux mieux définir ma ressource, en fait, il faut que je travaille sur deux aspects. Ce qui rentre dans ma ressource, ce qui est mon bilan finalement,
et puis ce qui sort de ma ressource qui va alimenter l'environnement de surface. Alors, si je veux, je vais commencer par la question de la recharge des nappes d'eau souterraines, qui est une question vraiment très, très importante, parce que c'est ce qui va permettre de définir les quantités d'eau qu'on peut utiliser. Ben là, on va se servir de nos outils isotopiques. Donc, on regarde ce qu'il y a dans les précipitations, on va mesurer ce qu'il y a dans la précipitation, puis on s'aperçoit que finalement, la signature isotopique qui est avec ces piscines cabalistiques là, elle va changer en fait de l'été à l'hiver. Elle est saisonnière. Et là, on s'est dit, ben, c'est super. Si elle change de l'été à l'hiver, si l'eau s'infiltre, dans le sol, on sait qu'on a un bilan avec de la réévaporation, etc., etc. Donc ça, on peut essayer de le prendre en compte, mais on va aller voir finalement dans le sol si on retrouve en fait ce signal été-hiver. Donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre de travaux soutenus par l'infrastructure de recherche sur la recharge des eaux souterraines qui a été financée par le CNG, où on a finalement cherché à comprendre tous les processus qui se passaient dans le sol, c'est-à-dire ce qui se passe sous nos pieds lorsque l'eau s'infiltre, et qu'il y a une partie qui est reprise par évapotranspiration pour les végétaux et une partie qui peut aller plus bas et rejoindre les nappes d'eau souterraines. Donc, la première chose, ça a été d'aller voir finalement si on voyait bien ce signal théorique, puis on le retrouve bien. Puis à partir de ça, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on voit exactement. Donc, il a fallu aller à l'échelle du grain, puis comprendre quelle était la différence entre l'eau qui s'écoule librement entre deux grains, puis l'eau qui est absorbée sur le grain. Est-ce qu'elle a la même signature isotopique? Comment on comprend ça? Et pour ça, en fait, il a fallu qu'on aille plus loin dans les développements analytiques et qu'on crée des nouvelles méthodes de mesure. Alors là, on a un système de mesure, je ne vais pas rentrer dans les détails pour les isotopes, et on a créé des nouvelles méthodes de mesure. Ça, c'est la thèse finalement d'Alexandra Mattei, pour être capable de mesurer vite et bien les isotopes de la molécule d'eau de l'eau qui coule dans la matrice de sol. Une fois qu'on a été capable de faire ça, on a été échantillonner plein de profils de sol. Alors ça prend du temps. On ramène les échantillons au laboratoire, on fait les analyses, c'est ce qu'on voit ici. Et puis, à partir de ça, on fait ce qu'on appelle une inversion numérique. Et ça nous permet de calculer les propriétés, définir les propriétés des sols. Quand je parle de propriétés, c'est comment l'eau va pouvoir s'écouler dedans, comment l'eau est transportée dans le sol. Alors ça, je ne rentre pas dans le détail, c'est des choses qui sont assez compliquées et on s'est associé en fait à l'École des mines de Paris pour faire ça. Puis une fois qu'on est capable de faire ça, qu'on est capable de remonter à qu'est-ce qui se passe dans le transport de l'eau dans le sol, on dit on peut maintenant essayer d'aller étendre ce savoir sur un bassin versant. Alors quand je fais ça sur un bassin versant, si je travaille bien et que j'intègre tous mes processus à la fin, je vais pouvoir créer une carte de la recharge des eaux souterraines. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, sur le bassin de la Raquette, à côté de Sainte-Marthe, Vaudreuil-Soulanges. Et là, finalement, vous voyez, il y a une carte avec une résolution dans la qualité de la recharge qui n'a jamais été égalée pour l'instant. C'est vraiment quelque chose de très récent. Vous voyez, ça date de l'année dernière. Et là, c'est extraordinaire. On a un outil fantastique entre les mains. Un outil fantastique parce que c'est un outil qui est très précis, très robuste, mais très utile. C'est-à-dire que, imaginons, alors là, j'ai la ville de Sainte-Marthe, que la ville de Sainte-Marthe décide de construire un complexe hôtelier, peu importe, à un endroit donné. À partir de cette carte-là, on peut travailler avec eux et définir, en fait, quel sera l'impact sur les eaux souterraines en amont. On peut aussi travailler sur l'impact du changement climatique. Comment la modification en fait de l'occupation du sol, des végétaux, va pouvoir changer la recharge. Et donc, essayer de travailler finalement avec les villes ou les communautés de communes pour essayer d'améliorer cette gestion et de faire en sorte que même si, et on doit l'accompagner, c'est-à-dire qu'on accompagne le développement de l'homme et de façon à ce qu'on puisse préserver pour les générations futures la qualité et la quantité de l'eau dans la mesure du possible. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment quelque chose qui n'avait jamais été fait à cette échelle-là et ce détail et précision-là. Je suis vraiment super content de ça. Ça se voit.
Alors, l'autre aspect dont je voulais vous parler, je parle très vite, je suis vraiment désolé, je vais essayer de tout caser dans le temps que François m'a donné. L'autre aspect, finalement, c'est la résurgence, ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur mon cycle de l'eau. Alors, on va encore parler d'isotopes. On va rajouter une couche isotopique pour essayer de travailler sur la résurgence. En fait, pour travailler là-dessus, alors là, on voit une étudiante, Marie Arnaud, qui a fait son doc plus sur les lacs. Pour travailler là-dessus, on va utiliser un autre isotope, peut-être vous en avez entendu parler, c'est le radon, parce qu'il pose des problèmes en fait de santé publique dans certains sous-sols au Québec. En fait, le radon, on le retrouve ici, Rn. C'est un élément radioactif qui fait partie d'une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne de désintégration. C'est la chaîne de l'uranium 238. Puis l'uranium, en fait, c'est un élément qu'on trouve en petite quantité, hein, il ne faut pas s'affoler, mais dans toutes les roches. Et du fait qu'il y ait cet élément dans toutes les roches, il y a des désintégrations radioactives qui produisent du radon. C'est-à-dire que quand on a un épisode, quand l'eau s'infiltre dans la roche, très rapidement, elle va charger, le gaz, le radon, va se dissoudre dans l'eau. Et puis finalement, l'eau dans la roche va le transporter. Et à un moment donné, l'eau qui rejoint soit un lac, soit une rivière, contient ce radon. Et ce radon, en fait, va avoir tendance, une fois qu'il est dans une autre surface, à dégazer, à repartir dans l'atmosphère ou à diminuer par simple décroissance radioactive. Mais là où je veux en venir, c'est que si jamais on trouve du radon dans une rivière ou dans un lac, ça veut dire qu'on a un apport d'eau souterraine. Et la question qui était posée, c'était de dire, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin que on n'a pas, et d'aller quantifier cet apport-là? Alors, pour faire ça, on a des outils qui sont pratiques. On a finalement des appareils de mesure qu'on appelle des RAD7 qu'on peut transporter sur le terrain. Donc là, on a une étudiante dans un bateau, la pauvre n'a pas beaucoup de place, là, il y a tout l'équipement scientifique. Et puis, l'idée, c'est d'aller finalement sur des rivières, sur des lacs, faire ces mesures-là. Alors, quand on a fait ça, alors là, c'est Karine Lefebvre, quand elle a fait ça, en fait, elle a fait, dans le cadre de sa thèse, pour travailler sur le service écosystémique apporté par des petites zones humides soutenues par les nappes d'eau souterraines. Et finalement, dans une rivière, c'est relativement facile parce qu'on peut faire d'autres mesures. Puis surtout, l'apport d'eau souterraine va se traduire tout de suite par une augmentation du débit de la rivière, puisqu'on sait le mesurer, c'est facile. Donc, elle l'a fait. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'elle a fait, c'était très facile. Mais c'est réalisable, ça se fait depuis, on va dire, une dizaine d'années. Là où c'est plus difficile, c'est quand on va aller travailler sur les lacs. Parce qu'un lac, il peut très bien être sans entrée, sans sortie, et pourtant, il y a un renouvellement de l'eau au sein même du lac. Alors, on s'est dit, on va essayer de travailler sur les lacs du Québec pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je dois tout de suite préciser qu'on a choisi nos lacs. On a travaillé sur des lacs de type Kettle, c'est-à-dire des lacs qui sont en connexion directe avec des nappes d'eau souterraines de façon sûre. Parce qu'on voulait vraiment travailler sur comment visualiser, comment quantifier cette connexion. Donc, la démarche est toujours la même. On commence par travailler sur une entité, un lac, où on va commencer à aller du tout petit vers le plus grand, c'est-à-dire travailler sur les mécanismes qui existent dans le lac, voir qu'est-ce qui contrôle finalement le bilan hydrique dans le lac. Et, pardon. Et finalement, on équipe ce lac-là, on fait tous les modèles qu'on veut, et à partir de ça, après, on en déduit quel est le minimum de mesures à réaliser dans les isotopes qui nous intéressent pour pouvoir faire des modèles cohérents pour la suite. Alors, par exemple, ici, quand on a un lac qui est alimenté à la flèche bleue, c'est une alimentation par d'eau souterraine. Le lac peut soit déborder, soit avoir des réinfiltrations d'eau dans le fond du lac. Puis les apports, c'est les précipitations, en vert ici sur cette flèche, et puis l'évaporation en rouge. Et finalement, quand je regarde mes isotopes de la molécule d'eau, ici, finalement, en vert, j'ai les précipitations qui sont là, puis les points du lac vont se promener sur cette droite pointillée. Et puis, en fonction de la dominance d'un ou notre processus, ici, je schématise une dominance de l'évaporation, le point représentatif du lac va se promener plus loin sur la flèche rouge. Puis, si j'ai une dominance, en fait, des apports souterrains, le point représentatif du lac va se promener plus en direction de la flèche bleue. Puis ça, en fait, c'est typiquement, en fait, ce qui me permet, en fait, de faire mon bilan du lac, de comprendre, finalement,
à quelle vitesse les eaux souterraines vont arriver et à quelle vitesse le lac va se réévaporer ou prendre des précipitations. Alors, je ne vais pas rentrer dans les bilans dans le détail, mais ce qui a été génial, là, c'est d'aller travailler sur 21 lacs qui étaient répartis sur tout le sud du Québec. Et donc, l'idée, c'était de travailler sur des zonations climato-sensibles, on va dire, et puis de voir ce qu'il en était vraiment sur les bilans des lacs. Alors, si je vais directement sur les résultats, ben, le premier résultat, c'est de voir, alors ça, c'est ce qu'on appelle le G-index, c'est la partie d'eau souterraine qui rentre dans le bilan du lac. Puis on se rend compte que pour certains lacs, vous voyez qu'on est bien au-dessus de 80% du bilan en eau du lac qui vient des eaux souterraines. C'est-à-dire que typiquement, la première chose qu'on peut dire, c'est que dans ces cas-là, la qualité de l'eau du lac provient de la qualité des eaux souterraines. Ça, c'est important. Ce qu'on a pu faire aussi, c'est de déterminer le temps de séjour de l'eau dans le lac. Ça aussi, c'est important parce que c'est à quelle vitesse il va pouvoir se renouveler. Puis quand on essaie de mélanger ces informations, on a un indicateur qui est intéressant. On peut discuter finalement de la résilience des lacs face aux contraintes extérieures. Les contraintes extérieures, c'est des pollutions ponctuelles, c'est l'aménagement qu'on peut faire tout autour des lacs, les rivières, des choses comme ça. Les routes, les chalets. Et finalement, on a pu déterminer un indice de résilience des lacs qui peut être utilisé pour mieux contraindre les aménagements finalement qu'on a sur les lacs du Québec. Donc, vous voyez finalement, j'ai déjà le signe de François, il faut que je me dépêche. J'ai presque fini, ça tombe bien. Vous voyez que les isotopes, c'est vraiment des outils extraordinaires. Alors, ce dont je n'ai pas parlé finalement, c'est ce qui se passe entre l'entrée par la nappe puis la sortie de la nappe. Puis, j'en ai pas parlé parce que c'est un petit peu plus complexe. Puis, des fois, c'est là où on a vraiment besoin de toute la palette des outils isotopiques. On va travailler sur de la datation des eaux. On va travailler sur le régime d'exploitation, la vulnérabilité à des éléments environnants comme les pesticides. On va travailler sur les périmètres de protection. On va travailler sur des indices de sensibilité, etc., etc. Mais tous les points communs, là, c'est qu'on est capable, avec nos outils, d'aller regarder l'hétérogénéité des circulations, de comprendre l'hétérogénéité des processus. Puis ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est en comprenant ce qui se passe qu'on peut mieux protéger la ressource. Alors, si je vais aller très vite pour les quelques transparents que j'ai. Cette hétérogénéité, en fait, on le retrouve aussi en milieu urbain. C'est ça l'origine du travail dans la chaire stratégique qu'on a à l'UQAM. Parce qu'on sait très bien que l'avenir, c'est le milieu urbain. Là où on a besoin de l'eau, c'est le milieu urbain. C'est l'avenir, mais en même temps, c'est notre plus grande peine. C'est-à-dire qu'on aura besoin de plus en plus d'eau dans le milieu urbain. Puis on a tendance à aller chercher dans les bassins versants extérieurs cette eau-là. Et ça, c'est problématique parce que quand on va chercher cette eau-là, ben finalement, on va mettre en stress les bassins extérieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit commencer à travailler, à comprendre ce qui se passe au sein de la ville, au sens large, hein, je parle du milieu urbain et périurbain, de voir les interactions entre les différents processus, je ne vais pas rentrer dans le détail, les différentes sources d'eau, de façon peut-être à essayer de mieux optimiser l'exploitation des ressources en local avant d'aller chercher à l'extérieur. Puis ça, c'est vraiment un travail qu'on doit faire finalement avec les personnes en charge de l'aménagement. Alors, cette hétérogénéité-là, en fait, ce partage et cette résilience des eaux souterraines, je vous en ai parlé tout de suite, et j'aimerais vous faire voir un autre aspect de ce partage-là, c'est la question, le souci, en fait, de l'accroissement des besoins et des écarts d'accès à l'eau un petit peu partout dans le monde. Ces images-là, vous voyez, elles sont pas nouvelles, mais elles sont résilientes. C'est-à-dire que aujourd'hui, partout dans le monde, on voit que la pression anthropique conduit à la perte des ressources. Puis ça, il y a de quoi se faire vraiment beaucoup de soucis. On a beaucoup parlé en fait de Mars Explorer, on parle pas de ça. Pourtant, si je regarde, c'est quelque chose qui est régulier dans les nouvelles. On voit par exemple 2016, là c'était les questions de perte de biodiversité. 2019, pardon, c'était le World Waste Report qui mettait en avant qu'on avait vraiment un gros souci sur l'alimentation en eau potable partout dans le monde, puis on n'était pas capable de le traiter. 2020, on est toujours sur les mêmes problèmes. Ici, en fait, on a un graphe qui montre l'impact des risques, enfin des processus,
versus leur fréquence. Puis vous voyez que finalement, ce qui est le plus gênant, c'est ce pâté-là, puis on est encore avec les questions d'eau. Puis le pire dans tout ça, finalement, c'est que c'est toujours la même chose. En première ligne, c'est les plus démunis. J'ai eu la chance de travailler, je travaille toujours avec l'IAEA, qui dépend des Nations Unies, puis la Banque mondiale, puis d'aller faire des missions régulières dans ces pays-là. Puis on voit que c'est un peu comme la tartine à la confiture, c'est toujours ou la loi de Murphy. C'est-à-dire que dans ces pays-là, ils ont tout qui leur tombe dessus. J'ai un exemple, par exemple, je n'ai pas trop le temps de détailler, on pourra en parler après. Ça, c'est les îles du Pacifique, le Vanuatu. En fait, ils ont tout. Ils ont l'augmentation du niveau marin, l'intensité des cyclones qui augmente, des périodes de sécheresse, des tremblements de terre, des activités volcaniques, etc., etc. Puis on n'entend pas parler. Je ne sais pas si je vous demandais, est-ce que vous êtes capable de me dire où se trouve le Vanuatu, si vous êtes capable de savoir où ça se trouve. Et les étudiants à l'UQAM sont géniaux parce que, eh ben, ils sont venus travailler avec moi sur un nouveau projet qui s'appelle Isotope for Life, qui est l'idée, et l'idée là, derrière tout ça, c'est d'aider avec nos moyens scientifiques les populations les plus vulnérables. Et vous allez voir qu'on retrouve les mêmes mots-clés. C'est partager les ressources les plus résilientes. Donc, partage et résilience. L'objectif, on est en train de travailler dessus avec les étudiants au doc et à la maîtrise, c'est d'aller finalement voir à la rencontre de ces populations et puis d'apporter nos connaissances en hydro et puis d'essayer de faire du transfert de compétences, de les aider finalement à utiliser des ressources plus résilientes. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on sait qu'on va les aider. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nos étudiants qui sont impliqués là-dedans, en fait, ça les rend beaucoup plus forts. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont appris, ils vont se rendre compte que c'est extraordinaire, que ça a une richesse vitale pour des populations entières. Et surtout aussi, nos étudiants vont être des porte-parole. C'est-à-dire que dans ce programme-là, on va travailler à un programme de sensibilisation avec des conférences dans les cégeps avant de partir, des chaînes vidéo pendant qu'on sera sur le terrain et puis des conférences au retour, aussi de la sensibilisation, de la formation sur place. Alors ça, c'est tout nouveau. On vient d'avoir un premier financement. On part l'année prochaine avec les étudiants. On travaille actuellement dessus. Et donc, si vous avez des questions, ben, on va pouvoir discuter de ça aussi. Si vous voulez nous aider, ça serait extraordinaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Et donc, finalement, ben, je vais arrêter ma présentation là-dessus avec un petit peu de retard. Désolé, François. Et puis, on va pouvoir discuter et je vais essayer de répondre à vos questions. Comme je te disais, nous, on aime avoir des présentations les plus complètes possibles. Donc, c'est très, très bien comme ça. C'était très clair et très instructif. Donc, j'invite tout le monde à poser leurs questions sur le clavardage si vous ne l'avez pas fait. Pour casser la glace, j'aimerais te poser une question d'opinion, en fait, Florent. Le gouvernement du Québec a adopté un règlement sur la protection des eaux et leur prélèvement en 2014 et pour les eaux de surface, a négligé dans les études de vulnérabilité de considérer l'eau souterraine qui arrive dans les eaux de surface. Donc, complètement négligé cet aspect-là. Ton opinion là-dessus, c'est quoi? OK. Alors, en fait, mon opinion, en fait, je n'ai pas parlé de ça. On travaille beaucoup avec un collègue de Polytechnique, Paul Boulron, sur les questions d'infiltration sur berge. Finalement, c'est comment exploiter des eaux de rivière avec un petit peu d'eau souterraine. Puis, je sais qu'il travaille avec le ministère. C'est-à-dire que le ministère, il y a l'aspect réglementaire qui a été fait, puis il y a le travail que fait par-delà de ça le ministère pour faire évoluer cette réglementation. Et à ma connaissance, finalement, c'est une de leurs préoccupations. Donc, je sais pas exactement où ils en sont, mais j'ai bon espoir que c'est quelque chose qui va changer. Et par vécu du travail fait avec le service des ministères, ils sont très proactifs là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas les choses retomber et c'est quelque chose que je trouve vraiment très agréable. J'ai travaillé dans d'autres pays où c'était pas du tout le cas. Et je trouve qu'ici, au Québec, on a vraiment une chance folle d'avoir justement une ressource humaine au ministère qui soit très proactive. C'est-à-dire que j'ai pas de doute que ça va changer et que ça sera pris en compte très prochainement. J'espère aussi. D'ailleurs, il y a une étude dans laquelle tu contribues avec
avec l'Université Laval là, par rapport à la Ville de Québec pour justement identifier cet apport-là. Tout à fait. Je voulais savoir aussi, parce que les gens sont timides, ils ne posent pas de questions sur le chat, donc je me permets. Par exemple, pour identifier une contamination, pour voir l'origine d'une contamination, tu parlais tout à l'heure des nitrites, nitrates. Donc, lorsqu'on a une problématique de contamination de paramètres ultrafluisants, est-ce que la recherche d'isotopes peut nous permettre d'identifier assez sûrement, parce que tu parlais de l'empreinte de l'eau, de la mémoire de l'eau, est-ce qu'il peut y avoir la mémoire des nitrites, nitrates, la mémoire du phosphore, par exemple? Voilà. Ben voilà, c'est ça. Bon, les nitrites, nitrates, alors je vais aller vite, je vais avoir un transparent voilà, le transparent qui va répondre un petit peu à ta question. C'est ça. L'idée à chaque fois, c'est de voir comment les isotopes vont essayer de répondre à la question. Alors, il y a l'origine et puis les processus. Nitrite, nitrate, ce qu'on va tracer, c'est des processus parce que les nitrates sont très réactifs finalement dans les eaux souterraines. Ils risquent d'être consommés. Et donc, ça va être l'isotope pour nous apporter plus d'informations sur les processus. Pour les phosphates, en fait, ils ne sont pas consommés dans les eaux souterraines. Une fois qu'ils sont là, ils sont là. Et l'idée, en fait, on a travaillé là-dessus avec Marina Tsaki, qui est maintenant responsable de notre laboratoire, à développer en fait une approche isotopique pour tracer l'origine des phosphates. En fait, dans le groupement phosphate, on a de l'oxygène. L'oxygène a 3 isotopes, mais on va mesurer le rapport oxygène 18, oxygène 16, et puis ça va nous permettre de déterminer, en fait, quand on a de l'eutrophisation, l'origine de la pollution. Donc ça, c'est vraiment des méthodes sur lesquelles on travaille. Après, il faut toujours être très pragmatique. Les isotopes, ils nous aident si la question est bien posée. C'est-à-dire qu'il faut d'abord écarter tout ce qui est non raisonnable, puis après, on peut utiliser les isotopes. C'est pas la recette magique. Okay, je sais pas, ça répond à ta question? Oui, ça répond très bien à mes questions. Donc, Julie Grenier qui intervient pour dire qu'il n'y a pas de questions, mais qu'elle trouve la présentation très inspirante, très intéressante. Il y aurait Manuel qui aurait une question. Donc, Manuel, si tu peux ouvrir ton micro et puis ta caméra. Ouais. Oui, merci beaucoup, Florence. Super intéressant et super accessible comme présentation pour les néophytes sur les isotopes. Je me demandais, parce que je trouvais super utile l'utilisation pour évaluer la recharge régionale des souterrains. Et la recharge étant un des facteurs qui est le plus incertain par rapport à l'évaluation, lors de l'évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines. Je me demandais comment se comparent les méthodes plus terrain pour évaluer la recharge, par exemple, ce qui est évalué dans Drastic ou dans d'autres méthodes de vulnérabilité par rapport à la méthode isotopique que vous avez appliquée dans le bassin versant et par rapport à la précision, au coût de générer cette information. Okay. C'est une bonne question, ça. En fait, il n'y a pas de mauvaise méthode. L'idée des isotopes, on a fait une demande pour un nouveau projet pour travailler à l'échelle régionale sur la quantification de la recharge avec l'approche isotopique. C'est que l'idée des isotopes, c'est que c'est une méthode finalement qui est très précise, mais qui demande un certain temps. C'est-à-dire que pour arriver à faire une cartographie régionale, il va nous falloir 3 ans de travail. Quand on utilise une méthode drastique, ça prend une demi-journée. Donc, le résultat, il est aussi proportionnel à l'investissement qu'on peut avoir dessus. Donc, drastique est une bonne première étape. Maintenant, si on veut être beaucoup plus fin et aller dans des projections, dans des aides finalement à l'aménagement du territoire, il faut qu'on se donne les moyens de ça. Il faut qu'on ait vraiment une connaissance fine. Donc, c'est là où les isotopes sont intéressants. Et donc, finalement, on ne va pas acheter drastique ou les constituants drastiques sur la recharge. Ça reste tout le temps pertinent. On peut imaginer qu'après, il y a un retour. C'est-à-dire qu'on puisse utiliser ce qu'on aura fait avec l'approche isotopique pour raffiner drastique. Sur cet aspect-là, ça serait un juste retour des choses.
Merci. Merci. Bon, il y a quelqu'un qui s'appelle Alima Assoumani. D'après moi, elle voulait te saluer. Donc, elle est étudiante master en géologie à l'Université de Dakar. Donc, elle voulait te saluer. Christine Beaulieu, Bonjour. de la Ville de Québec. Quelles sont les méthodologies instrumentales utilisées par votre laboratoire pour générer les profils isotopiques? OK, alors je vais revenir sur en transparent. En fait, j'étais assez rapide là-dessus. Voilà. Donc, en fait, le travail aujourd'hui, la façon dont il se fait, c'est de définir, en fait, ce qu'on veut, c'est pour travailler sur la méthode de recharge, définir, en fait, un petit peu tous les types de substratum et de couverture végétale sur les sols qu'on peut avoir pour avoir une banque de données sur le fonctionnement des profils. Donc, ça veut dire qu'il faut aller sur le terrain, faire de l'échantillonnage. On fait des échantillonnages dans des tranchées comme ça. Puis, l'échantillonnage qu'on fait, en fait, on va prendre nos échantillons, les mettre dans des pots de confiture. Vous savez, les pots de confiture avec les gros élastiques, là, parce que c'est les seuls qui sont parfaitement étanches. Et on a vraiment besoin de ça parce que il ne faut pas qu'il y ait une modification des molécules d'eau après l'échantillonnage. Puis, on ramène ça au laboratoire. Et une fois qu'on a ramené ça au laboratoire, finalement, on va mettre notre échantillon dans un grand sac souple, étanche. Et puis, avec l'échantillon, on va rajouter un air sec. Et on va laisser une équilibration se faire entre l'air sec, qui va devenir humide, et puis la matrice qu'on a mis dans le sac. Et puis, c'est cet air humide qu'on va après injecter sur notre analyseur et sur lequel on va mesurer la composition isotopique de la vapeur d'eau. C'est ça la démarche. Donc, les démarches qui existaient avant, c'est une méthode qui existait autrement avant, qui était moins précise, c'est ce qu'on appelait une distillation cryogénique. C'est-à-dire qu'on prenait l'échantillon, on l'amenait au laboratoire, puis là, on faisait une distillation à froid dans une ligne étanche. Puis là, la distillation, elle durait pour un échantillon entre 1 et 2 jours. Et puis, on a des problèmes de rendement de cette méthode, ce qui fait que c'est très critiquable. Alors qu'avec l'approche qu'on a développée, on fait 17 échantillons par jour, avec des précisions qui sont 5 fois meilleures pratiquement. Est-ce que vous me permettez de demander je ne sais pas si j'ai répondu, oui. Oui, bonjour. En fait, ce que je me demandais, c'est que par rapport à l'analyseur que vous utilisez, est-ce qu'on parle d'un spectre de masse avec quadrupole simple ou en triple ou un QTOF? En fait, c'est une très bonne question. En fait, la photo qu'on voit, c'est la phase B, en fait, l'arrière d'un analyseur de type LGR. Donc, en fait, c'est un analyseur optique. OK. Donc, le principe, pour expliquer un petit peu à tout le monde, c'est qu'il y a 2 grandes méthodes d'analyse pour les isotopes. Soit on prend les isotopes, on les amène dans un spectromètre de masse et on va les séparer en fonction de leur masse. C'est-à-dire qu'on va les accélérer, on accélère les atomes ou les molécules et en fonction de leur masse, on peut les séparer comme ça. Ça, c'est une première approche. L'autre approche, en fait, c'est ce qu'on a sur l'image là, c'est qu'on amène notre vapeur d'eau dans une cellule. Dans la cellule, il y a des miroirs assez spécifiques où on a un laser qui va parcourir la cellule des milliers et des milliers de fois sur un schéma assez précis, ce qui fait qu'il y a un grand temps une distance de parcours pour le laser et puis les molécules vont interagir avec la lumière du laser et modifier. On va avoir une absorption du laser qui va dépendre en fait du type d'atome, donc du type d'isotope qu'on a. C'est 2 approches différentes qui sont utilisées aujourd'hui. Avez-vous une préférence pour l'une ou l'autre des méthodes en termes de performance? C'est une très bonne question. En fait, ça dépend vraiment de ce qu'on peut faire. L'avantage de cette approche pour cette application-là, c'est qu'on travaille directement sur la vapeur d'eau et ça serait vraiment difficile de refaire un échantillon en risque de fractionner si on voulait travailler avec un spectromètre de masse pour cette approche-là. Mais typiquement, aujourd'hui, en fait, on travaille avec les 2 méthodes. C'est-à-dire qu'on a d'autres projets, surtout dans le domaine minier, où on veut une répétabilité ou une stabilité dans le temps de la mesure qui doit être le plus important possible.
Ce qui fait qu'on va prendre, par exemple, pour les isotopes de l'hydrogène, on prendra des mesures sous ce type de machine, les machines optiques, alors que pour l'oxygène 18, on va travailler plutôt sur le spectromètre de base, parce que chacune des méthodes a ses avantages, et c'est ça qu'on cherche à exploiter au maximum. Et c'est là où on a la chance d'être dans un gros laboratoire, comme je vous montrais les photos tout à l'heure, c'est qu'il y a plein d'instruments avec des personnes qui sont extrêmement plus pertinentes que moi, justement, pour ces points très, très fins analytiques. Et on peut s'appuyer dessus. C'est une chance extraordinaire. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Il y a d'autres questions qui arrivent. Il y a Raphaël Patoine qui demande, connaissez-vous des solutions pour décontaminer les eaux souterraines? Ou est-ce possible de décontaminer des eaux souterraines, par exemple, qui seraient contaminées par des déjections provenant d'une industrie porcine? Donc, c'est une opinion peut-être. OK. Oui, en fait, il faut penser que les eaux souterraines, c'est comme une grosse baignoire. Okay, donc, si on amène dans la baignoire, en fait, une contamination, ben, le plus simple, ça reste de vidanger la baignoire. On laisse se renouveler la baignoire avec de l'eau propre. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est que le renouvellement de la baignoire se fasse avec de l'eau propre. Donc, avant de décontaminer, moi, j'arrêterai de contaminer. Ça, c'est généralement le message le plus difficile à faire passer. Okay, parce que c'est quelque chose qui demande souvent plus de choix rigoureux dans l'aménagement du territoire que la question de la décontamination. Et puis après, en fonction du contaminant, on va pouvoir avoir différentes solutions. Mais ça, en fait, c'est des techniques qui sont déjà pas mal éprouvées, qui sont utilisées finalement par des bureaux d'études. Du coup, je n'ai pas répondu directement à la question, mais je pense que je vaut mieux arrêter de contaminer. Oui, effectivement. Des fois, c'est très complexe aussi. Ça dépend de la taille, de la grandeur du bassin versant et tout. L'accessibilité, etc., etc. Myriam Ferlat qui pose la question, comment ces outils peuvent-ils être rendus disponibles aux acteurs de l'eau pour répondre à des enjeux d'aménagement du territoire et de gestion de l'eau? Est-ce que la cartographie fine de la recherche peut être étendue à tout le Québec? Comment? Alors, écoutez, Mme Myriam, c'est mon vœu le plus cher. Je pense que là, on travaille justement avec certains ministères, puis des organismes de bassin pour étendre ça. Donc, on a des projets à l'échelle de la région. Donc, j'ai bon espoir que ça puisse aboutir sous peu et que si ça aboutit, finalement, on sera vraiment des pionniers. C'est-à-dire qu'on sera les premiers à avoir fait ça dans le monde à cette échelle-là, à l'échelle d'une région, et puis avec cette finesse-là. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse le faire. Et puis après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, on a démontré que ça marchait à l'échelle d'un bassin. Donnez-nous 3 ans pour qu'on démontre que ça marche à l'échelle d'une région. Et donnez-nous, on va dire, 8 ans de plus et on l'aura fait à l'échelle du Québec. Si c'est pertinent, il faut absolument que les aménageurs trouvent leur compte. C'est-à-dire qu'il y a l'aventure scientifique qui est extrêmement excitante. Vraiment, on s'éclate. Mais il faut que derrière, finalement, quand on sera à l'échelle d'une région, qu'on démontre que les MRC, que les personnes impliquées dans l'aménagement du territoire ont trouvé leur intérêt aux outils qu'on aura pu amener. Ça, c'est crucial. Puis on en est conscient. Puis justement, on va s'appliquer à ça. J'ai oublié de mentionner que Myriam Ferlat était du RQS, du Réseau québécois des eaux souterraines. Oui, tout à fait. Donc, j'ai oublié pour le public. Il y a Anne Blondeau du Ourenos qui dit « Approche régionale, y a-t-il une limite maximale à la taille des bassins versants en lien avec la démarche isotopique ou isotope ici? » Non, je ne pense pas qu'il y ait de taille maximale. En fait, on a, dans la réflexion qu'on avait, dans la construction de nos travaux, on part finalement de la question de l'eau à l'échelle du grain. On va à l'échelle du profil, puis après, on intègre les profils, voir comment ils se distribuent dans le bassin versant. Quand on a cette connaissance-là et que la démarche scientifique est validée sur cette partie-là, on peut imaginer que le bassin versant puisse faire 5 km² ou, j'allais dire, 500 000 km². Ce n'est pas une grosse différence. Si tant est que notre bibliothèque de profil de sol soit pertinente pour l'étude qu'on va faire. C'est-à-dire que c'est clair, ça demandera plus de travail, mais j'ai bon espoir qu'on puisse étendre ça beaucoup plus largement
et qu'on puisse même utiliser de façon indirecte, finalement, la signature des eaux souterraines aussi. Donc, c'est clairement, à mon avis, ce qui va arriver dans les prochaines années. On va aller à des grandes échelles. Parce que l'outil est là. L'outil est là. Il y a juste à l'exploiter. Les publications sont faites. Il faut que les collègues scientifiques s'emparent de ça. Et puis, allez-y. Voilà, si vous voulez faire ça, on vous aidera. C'est extra. Merci beaucoup. Donc, il y a une dernière question ici. Là, il y a quelque chose qui apparaît à mon écran en même temps. Bon. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez parlé des contributions des étudiants dans certaines parties du monde affectées par différentes catastrophes. C'est souvent les pays pauvres. Est-ce que l'approche isotopique est quelque chose de facile à vulgariser dans ces pays-là? Dans la protection des nappes contre les pollutions diffuses, pensez-vous que votre approche serait plus à même de permettre d'identifier les producteurs à compenser? OK, donc ça, c'est une deuxième question. Mais donc, la première, est-ce que c'est facile de vulgariser? Alors, c'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'on était capable ou pas de vulgariser? Puis, tout à l'heure, en fait, j'ai dit que je travaillais avec, je vais arriver sur le banc transparent, l'IAEA. Voilà. L'IAEA, en fait, c'est donc une branche de l'ONU qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale et qui a pour objectif d'amener l'utilisation de l'outil isotope pour la paix et pour le bien de l'humanité. Et l'IAEA, en fait, a une branche qui s'intéresse juste aux ressources en eau. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'étais amené à faire des missions dans ces pays-là et rencontrer, pouvoir trouver dans chacun des pays, en fait, des personnes qui étaient intéressées par ces approches-là, qui travaillent dans les ministères. Et aujourd'hui, en fait, depuis 1 an, en fait, on a fait un test. C'est commencer un enseignement à distance. Alors, je peux vous dire que c'est pas facile parce que on n'est pas sur la même journée, on a 17 heures de décalage horaire, c'est quelque chose d'assez intense avec des problèmes de connexion. Mais une formation pour apporter finalement dans chacun des pays, trouver une personne qu'on puisse former et être notre référent pour ça et qu'on puisse les aider. Et l'IAEA en fait nous soutient pour ça et a fait tente l'aventure. On est en train de faire vraiment un test pour être sûr que ça puisse marcher. Mais ça a marché déjà dans plein d'autres pays. Mais la question, c'est à chaque fois, il faut qu'on ait un ancrage durable et il faut que les connaissances qu'on apporte, ça ne soit pas ponctuel, mais que ça vienne finalement amener une connaissance dans les services qui sont en charge de la gestion en eau localement. Ça, c'est vraiment l'élément clé pour que ça marche. Et moi, je suis persuadé que ça va marcher, c'est sûr. On a, a priori, on devrait avoir entre 3 et 5 étudiants de cette région du monde, d'Océanie, qui devraient venir commencer une maîtrise dans les prochains mois ou années à l'UQAM dans cette optique-là. La deuxième partie Alors, la deuxième question, François, tu peux me la rappeler? Donc, ça va être la dernière, ce qui est déjà rendu 13 heures. Donc, dans la protection des nappes contre les pollutions diffuses, pensez-vous que votre approche serait plus à même de permettre d'identifier les producteurs à compenser? Donc, évidemment, le pollueur payeur. Ça, c'est une super bonne question. Oui, c'est ça. En fait, dans l'approche dans l'approche à l'échelle après régionale, tout à l'heure, François, tu parlais même de ce qu'on fait sur Québec. On a la chance, en fait, d'avoir à l'Université Laval un pôle hydrogéologique qui est extraordinaire, qui a développé, en fait, un logiciel de modélisation. Et l'idée, en fait, c'est de coupler l'approche isotopique avec ce que fait l'équipe de Laval. Et ça se fait déjà, c'est avec une approche qui va être développée autour de l'alimentation en eau de la ville de Québec. Puis dans les nouveaux projets qu'on a essayé de monter, on a aussi ce partenariat-là. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir imaginer ou construire en fait les circulations. C'est-à-dire qu'on a le point d'entrée, mais aussi le point de sortie de l'eau. Et donc, typiquement, à partir du moment où on pourra trouver localement des problèmes de qualité, ben, on sera capable de remonter à l'origine de la pollution diffuse et de définir des périmètres plus sensibles. Il est clair que les zones de recharge les plus élevées, si je revenais sur la carte de tout à l'heure, les zones qui sont en rouge, c'est les zones où il va falloir faire plus attention parce qu'on sait que là, ça va descendre directement dans la nappe. Donc, c'est les zones de vulnérabilité les plus importantes. Donc, juste la lecture de la carte nous donne tout de suite
les zones à privilégier en termes de surveillance pour ce qui est de la vulnérabilité. Donc, merci beaucoup. C'est très intéressant, très stimulant aussi. Donc, il ne me reste plus rien qu'à remercier Florent pour cette magnifique conférence. Donc, on a appris beaucoup. Comme je te disais d'ailleurs la semaine dernière, la chimie isotopique, ce n'est pas une matière très volumineuse dans un cursus de baccalauréat en chimie. Donc, il ne reste plus rien. Vous savez, vous invitez à la prochaine visioconférence qui va avoir lieu exceptionnellement. Donc, c'est exceptionnel. Lundi prochain, le 22 mars. Pourquoi lundi 22 mars? Parce que c'est la journée mondiale de l'eau. Donc, cette conférence-là est à midi. Elle va être donnée par Isabelle Lavoie. Le titre de sa conférence va être « Bassin d'orage et services écosystémiques », le tout évidemment en relation avec la protection des sources d'eau potable. Donc, merci beaucoup, Florent. Merci à vous tous. Ouais, excuse-moi, je te coupe la parole. C'est juste pour vous remercier de votre attention. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail où on peut se faire un petit Zoom à part pour discuter de certaines choses. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis, si vous connaissez, ou vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent nous soutenir sur l'approche pour l'aide aux populations vulnérables, aussi, ça serait vraiment super parce que on a besoin d'aide. L'aide financière est importante pour ce type de projet. On n'a pas besoin de millions, on a besoin de petites choses qui vont nous aider. Merci encore. Oui, c'est très bien. Puis, c'est toujours bête de terminer comme ça dans une présentation Zoom. Moi, d'habitude, quand une conférence termine, on prend un petit café et tout. Mais là, ça ne sera pas possible. Donc, on fait une peser sur le bouton puis tout s'éteint. Donc, je vous remercie tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Bye. Au revoir à tous.